Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un article Where the Risks Lie. Notre analyse d'un article scientifique porte sur les risques systémiques ainsi que sur les méthodes d'évaluation des différents risques encourus par les institutions financières. Au sein même du système financier et économique, une crise systémique possède la faculté d'affecter l'économie tout entière, impliquant des dysfonctionnements majeurs accompagnés de dégradations, voire de paralysie sur le système tout entier. De par les nombreux liens existants entre les institutions, il est difficile de se couvrir complètement de ce risque malgré les différentes régulations existantes que nous présenterons par la suite. Dès lors, l'occurrence et l'analyse de ces différentes crises au fil des années, telles que les deux crises pétrolières de 73 et 79, le crash des taux d'intérêt en 87 ou encore la crise des subprimes en 2008, nous font bien comprendre l'importance de la recherche scientifique. En effet, elle aura pour vocation de limiter de telles propagations et événements majeurs risquant de mettre à mal tout le secteur financier, économique, social, voire public. C'est donc de par l'analyse de l'article scientifique que nous tenterons de saisir les grands outils macroprudentiels ainsi que les modèles théoriques existants pour comprendre et évaluer une crise systémique. Enfin, nous essayerons de répondre aux questions et grandes thématiques entourant ce sujet, comme quelles sont les régulations existantes et en quoi sont-elles pertinentes, comment mesurer ce risque, mais aussi quels types de risques sont liés. Parlons maintenant du plan de l'étude et de l'objectif de l'étude. Afin de saisir au mieux la compréhension se cachant derrière un impact systémique, nous abordons le sujet de la manière suivante. Tout d'abord, un passage en revue des différentes théories expliquant les sources du risque systémique, ainsi qu'un modèle empirique pour l'évaluation de ce risque. Deuxièmement, on procédera à un classement de ces théories selon la prise de risque systémique, le principe de contagion et finalement les mécanismes d'amplification. Par la suite, on se focalisera sur une analyse des outils pour s'opposer à ces risques. En outre, on pointera l'écart entre les régulations et les propositions des académiciens. Finalement, on procédera à un passage en revue des différentes méthodologies de Basel Committee ainsi que des mesures et méthodes suggérées les plus pertinentes pour évaluer et comparer le risque systémique. L'intérêt de l'étude est principalement de fournir une vue détaillée sur les différents éléments relatifs à ce risque. Les régulateurs et les responsables politiques peuvent y trouver les méthodologies pouvant être implémentées pour mesurer et réguler ce risque, ainsi que des propositions pour de nouveaux outils. À travers cette étude, l'objectif premier sera de donner au lecteur une meilleure compréhension sur le risque. Parlons maintenant des sources du risque systémique. En premier lieu, afin de bien saisir l'évaluation d'un risque systémique, c'est-à-dire un impact pouvant toucher tout un ensemble d'institutions liées entre elles par des manœuvres ou échanges économiques ou financiers, il est essentiel d'évaluer la rémunération de ces institutions à l'aide de modèles empiriques. La référence en termes de rémunération pour une institution, si on considère qu'il n'y aurait aucune autre institution, peut être définie telle qu'elle, comme la montre l'équation ci-dessus. Il faut en premier lieu définir xi, qui sera l'exposition au risque d'une institution financière I. Une proportion alpha i est donc liée au risque systématique, signifiant que 1 moins alpha i concerne le facteur de risque idiosyncratique. On obtient donc par la formule YIS représentant l'exposition systématique et YII l'exposition idiosyncratique. De plus, YS définit l'exposition cumulative au risque systématique et de toutes les institutions. Le rendement sur les facteurs systématiques et idiosyncratiques se représente respectivement comme ci-dessous. Cependant, la rémunération sera différente de PI, étant donné que les institutions appartiennent à un système entier, par une matrice B dont les éléments B et J démontrent combien I est exposé à J et dépendent donc de leur exposition ainsi qu'au choc idiosyncratique. Les différents vecteurs, donc respectivement les n fois un vecteur des chocs idiosyncratiques, de l'exposition systématique ainsi que l'exposition idiosyncratique, définiront le rendement, la rémunération. Ce qui nous amène à définir P de I qui dépendra des vecteurs liés aux expositions et aux chocs définis précédemment. Maintenant que nous avons défini les paramètres influençant les rémunérations des institutions, nous pouvons définir les différentes sources du risque systémique. Ces sources définissent également la dépendance de la rémunération, Pi de I, à ces paramètres.
De manière générale, au travers de la recherche scientifique, on peut définir trois sortes de mécanismes économiques liés au risque systémique dans son ensemble. Tout d'abord, la prise de risque systémique, ainsi que les mécanismes de contagion et d'amplification. Cependant, il est possible d'observer une combinaison des mécanismes, comme nous le montre la figure présente ici. Par exemple, un choc idiosyncratique sur une institution I peut forcer cette institution à se désendetter, ce qui impacte les prix de marché si l'exposition au système est élevée. De plus, si alpha J est grand, c'est-à-dire un grand risque systémique pour l'institution J, l'impact de prix orchestré par une institution I touchera J. Donc J pourrait souffrir directement du défaut de I à cause du lien BIJ de la matrice existant entre ces deux institutions. Cette combinaison peut amener au défaut de J qui risque d'affecter une autre institution K et ainsi de suite. Parlons maintenant du mécanisme de prise de risque systémique. Il a pour but d'expliquer la distribution de alpha I et de xi, définissant pourquoi les institutions financières choisissent de s'exposer à des risques similaires, c'est-à-dire un haut alpha I, renforçant les mécanismes d'amplification. Elles sont donc exposées à un risque de défaut et augmentent les problèmes liés à la contagion. Au sein même de ce mécanisme, on peut y retrouver différents risques. De par des investissements identiques, les institutions sont exposées à un même risque. Par exemple, selon une étude, si une banque subit une faillite, il en résulte des externalités négatives impactant les autres banques. Dans le but de minimiser cette externalité négative, les banques ont tendance à investir dans les mêmes capitaux et tombent en faillite ou survivent ensemble. Selon une autre étude, quand les banques tombent en faillite ensemble, la liquidation de leurs capitaux aurait un large impact sur l'économie, forçant les gouvernements à organiser un sauvetage financier. Donc, en prenant les mêmes risques, les banques profitent de la garantie too many to fail. En ce qui concerne le risque de liquidité, on peut montrer ce risque en résumant cela en trois étapes. Il a été montré que les banques avaient tendance à trop investir dans des capitaux illiquides, exposant le système entier à un risque global de pénurie de liquidité. Pour les banques, il leur serait collectivement optimal d'investir dans des actifs pouvant facilement être transformés en liquidités. Si les banques font face à un repliement de ces liquidités, elles empruntent sur le marché interbancaire à des banques ayant des capitaux liquides qui liquident justement plusieurs de leurs biens ou actifs pour financer les prêts. Il y aura donc une incitation pour les banques à n'investir que dans des actifs illiquides et à s'en remettre à d'autres banques pour trouver de la liquidité si un choc touche le système. Étant donné que, de manière générale, toutes les banques investissent trop dans des capitaux illiquides, elles seront donc toutes touchées si un choc se produit. D'autre part, les passifs des banques peuvent aussi être trop liquides, ce qui peut renforcer le déséquilibre entre les actifs et les passifs. Passons maintenant au troisième point, le risque des valeurs extrêmes. Il représente une importante source de contagion et d'amplification quand des événements extrêmes se produisent. Il a été montré que le capital requis par les organismes de régulation encourage les banques à substituer leurs risques normaux avec des risques extrêmes qui ne sont pas pricés adéquatement, ce qui risque d'amplifier le risque. Par ailleurs, les investisseurs pourraient échouer à identifier ou à éviter cette forme de prise de risque orchestrée par les institutions financières. Le quatrième point relève des formations de cycles de levier et des bulles. On citera juste deux exemples. Un large investissement par de nombreuses institutions financières dans un même actif peut mener à la formation de bulles, comme par exemple la crise de l'immobilier ou des subprimes en 2008. Ce processus peut être lié au cycle de levier. En ce qui concerne le mécanisme de contagion, ces derniers fonctionnent à travers la matrice des liens B entre les institutions. Ils affectent donc directement P de I défini précédemment par le bas quand une institution souffrira d'une perte. Ces mécanismes opèrent car les paiements entre deux institutions distinctes sont corrélés positivement, expliquant le fait que les pertes puissent se répandre dans diverses institutions. Dans la formule citée précédemment, on mesure la contagion par BIJ, c'est-à-dire les liens entre les institutions. La littérature scientifique expose différentes formes de liens. Citons tout d'abord la contagion bilantaire, les infrastructures de paiement et les réseaux. Un des liens existants entre les banques peut être expliqué par le fait que ces dernières disposent de créances entre elles et que donc une propagation du défaut peut avoir lieu. En outre, une étude a démontré que les marchés interbancaires permettent le partage des risques, ce qui réduit la probabilité d'occurrence de défaut des banques. On peut facilement comprendre que le partage des risques entre les institutions et la contagion dépendent fortement des liens existants entre les banques.
Selon une autre étude, les réseaux dans lesquels toutes les institutions sont connectées les unes aux autres ont tendance à être plus solides face aux chocs, car il y aurait un partage des risques, mais elles auraient également plus de chances de toutes tomber en faillite si un large choc se produit. Différents liens, parfois complexes, existent entre les institutions. Par exemple, on a montré que lors des crises de liquidité, les banques créent volontairement des liens bilatéraux et s'exposent donc directement à un risque de contagion dans le but de se sauver. Une banque ayant un surplus de liquidité sera disposée à prêter à une autre ayant des difficultés plutôt que de la laisser tomber en faillite. Parlons maintenant de la contagion d'informations. Si les investisseurs estiment que deux banques, I et J par exemple, sont directement en lien, incluant un lien informationnel entre elles, la faillite de la banque J donne dès lors un signal sur la santé financière de l'institution I qui peut laisser penser à un risque de contagion. Entamons maintenant les mécanismes d'amplification. Ils expliquent comment des petits chocs peuvent amener à de grands impacts et à de grandes pertes financières. Parmi ce mécanisme d'amplification, on peut déceler différents effets et causes amenant à un plus large choc. Tout d'abord, les crises de liquidité. Lorsque le prix du marché descend, les institutions ont besoin de liquider leurs actifs afin de satisfaire les contraintes de financement et de garantie envers lesquelles elles se sont engagées. Ces nouvelles ventes amplifient l'effet et amènent donc à une nouvelle baisse du prix et conduisent à de nouvelles ventes et ainsi de suite. Ce problème vient d'une inefficience au sein des marchés. Le problème de liquidité sera contourné en revendant des actifs, voire même en procédant à des fire sales. Avant d'investir dans des actifs, les agents rassemblent des informations et deviennent des spécialistes sur cet actif. Lorsqu'un choc négatif se produit sur cet actif et que les agents se mettent à les vendre, seuls les agents les moins informés sont prêts à les acheter, mais à un prix moindre. Par ailleurs, un lien peut être fait avec ce qu'on appelle l'effet boule de neige et la perte en spirale. Il a été démontré que les exigences de marge ont tendance à augmenter lorsque le marché est moins liquide. Or, des pertes sur des actifs incitent les agents à les revendre, ce qui réduit encore plus le prix de marché, impliquant des pertes supplémentaires et diminuant de la sorte la liquidité, ce qui peut induire les acteurs à demander des exigences de marge encore plus grandes. Ces spirales de liquidité sont également source d'effets de contagion entre les actifs. Parlons maintenant des gels des marchés. Ils représentent une forme extrême d'illiquidité. Lors de la crise financière en 2008, les marchés étaient très fragiles et les agents subissaient une forme d'asymétrie d'information, les empêchant de distinguer les bonnes et les mauvaises institutions. Une étude montre que les banques ont peu d'informations sur les risques que leurs contreparties font face. Un autre exemple, c'est qu'une banque peut être au courant d'un choc sur leur contrepartie, mais peuvent également ignorer si la contrepartie de leur contrepartie sera impactée. Ce problème peut amener les banques à stopper leurs prêts entre elles. En ce qui concerne les problèmes de coordination et de fonctionnement, c'est une des causes d'un problème de coordination entre les différents créditeurs des banques. Ces dernières sont naturellement fragiles. De surcroît, à cause du contexte et des réglages institutionnels des marchés financiers modernes, ils sont encore plus fragiles, notamment à cause de leur dépendance au financement ou au financement à court terme. Parlons maintenant des réglementations mises en place. Les externalités provoquées par les institutions financières et l'incapacité de pricer ces externalités a motivé la mise en place de réglementations afin de cadrer ces institutions et ainsi de diminuer les externalités qu'elles produisent. Alors, tout d'abord, les outils pour s'opposer aux risques systémiques. Suite à la crise financière, de nouvelles règles et de nouvelles agences de contrôle sont apparues. Elles ont pour but de régler les problèmes liés aux trois types de risques systémiques. Concernant la prise de risque systémique, les règles de Bâle III ont revu les exigences de capital à la hausse. Ces règles visent aussi à décourager la prise de risque en général. Afin d'éviter que les banques ne prennent les mêmes risques, les régulateurs peuvent imposer des exigences de capital par secteur afin que les banques qui prêtent à un secteur particulier soient obligées de maintenir plus de capital. De telles exigences permettent ainsi de diminuer les prêts octroyés à des secteurs dans lesquels le système bancaire a déjà beaucoup prêté. Les exigences de liquidité sont de nouvelles mesures apportées par les règles de Bâle III, afin de régler à l'avance le problème de la symétrie des échéances au niveau des banques. On distingue deux ratios de liquidité, le Liquidity Coverage Ratio, LCR, et le Net Stable Funding Ratio, NSFR. Avec le premier, LCR, les banques doivent avoir suffisamment d'actifs liquides pour faire face à des problèmes de liquidité à court terme. Le NSFR, quant à lui, complète le LCR en visant la liquidité à long terme.
Une autre mesure de Bâle III concerne les réserves de fonds propres contracycliques. Ils ont pour but d'atténuer le cycle de levier. En effet, les exigences de capital imposées par Bâle III impliquent que lorsque la volatilité est plus grande, par exemple en période de crise, les banques doivent maintenir plus de capital et donc diminuer leur levier et inversement en plein boom économique. Néanmoins, les règles de Bâle III ont du mal à empêcher le comportement moutonnier. Ces règles font l'hypothèse que le risque de toutes les banques ne vienne que d'un seul facteur de risque. Ainsi, les banques sont soumises à des stress tests pour vérifier si leur niveau de capital est suffisant pour faire face au même choc. Cela conduit à une homogénéité de la prise de risque de la part des institutions. En ce qui concerne le risque de contagion, réduire ce risque est un nouvel objectif du comité de Bâle pour les SIFI, Systemically Important Financial Institutions particulièrement. De plus, le comité de Bâle impose déjà des limites aux banques afin qu'elles évitent d'avoir de plus grands risques dans leur portefeuille. Enfin, nous nous intéressons au mécanisme d'amplification. Des efforts ont été fournis pour faire comprendre aux banques que les renflouements ne seraient plus systématiques et que les créditeurs pourraient devoir supporter les pertes dans le futur. Une nouvelle mesure a été prise. Les banques sont tenues d'élaborer des plans afin de rendre leur redressement plus aisé en cas de difficulté ou de défaillance. Les stress tests sont également beaucoup plus utilisés. Un test de résistance bancaire, ou stress test, consiste à simuler des conditions macroéconomiques et financières négatives afin d'étudier leurs conséquences sur les banques et voir si elles sont capables d'y faire face. Ces stress tests permettent aux régulateurs de déterminer quelles sont les banques les plus vulnérables et aussi de vérifier que les banques ont suffisamment de capital pour faire face à des scénarios difficiles. Regardons maintenant l'architecture de réglementation. Étant donné l'importance du risque systémique, l'architecture des autorités de réglementation a été révisée. Au niveau international, la réglementation doit être coordonnée afin d'éviter un nivellement par le bas des normes de réglementation. Le comité Bâle fut d'ailleurs créé en 1974 pour résoudre les difficultés de coordination. C'est en 2009 que le G20 a créé le Financial Stability Board. Ses objectifs sont multiples. Assurer plus de coordination entre les superviseurs, identifier les faiblesses systémiques dans le système financier dans son ensemble ou émettre des suggestions à l'autorité concernée. Il doit aussi publier chaque année la liste des SIFI. Aux États-Unis, il y a une forte fragmentation de la structure de supervision entre les différentes agences de supervision. Néanmoins, depuis la crise financière, une restructuration a eu lieu et a conduit à centraliser l'architecture avec plus de pouvoirs octroyés aux agences fédérales. C'est notamment le cas de la Fed qui est devenu un régulateur macroprudentiel chargé de réaliser annuellement les stress tests des banques. Au niveau de l'Union européenne, la supervision est aussi fragmentée entre différentes agences au niveau national de l'Union européenne et de la zone euro. Comme aux USA, suite à la crise financière, cette architecture fragmentée a évolué vers plus de centralisation. Il y a différentes institutions au niveau européen qui ont été créées, telles que l'European Banking Authority ou encore l'European Systemic Risk Board. L'ensemble de ces institutions font partie avec d'autres du European System of Financial Supervision. Au niveau de la zone euro, des institutions ont été créées suite à la crise financière. On peut notamment citer le Single Supervisory Mechanism et le Single Resolution Mechanism. Cependant, il reste quand même pas mal de défis à venir. Bien que des progrès aient été faits, il y a encore des problèmes qui doivent être réglés, tels que les comportements moutonniers et les problèmes du too big to fail. Une critique de ces règles de régulation et de ces exigences prudentielles est qu'elles conduisent à une réduction des prêts par les banques. De plus, les banques sont dissuadées, voire empêchées, de prendre certaines décisions d'investissement avec ces nouveaux outils de réglementation. L'idéal serait d'avoir une mesure globale permettant de facturer à une banque le montant correspondant à l'ensemble des externalités systémiques qu'elle impose. Cela découragerait la prise de risque systémique. Parlons maintenant des mesures de risque systémique. Les régulateurs doivent pouvoir quantifier le risque systémique. Ils veulent pouvoir déterminer, à un moment donné, les institutions qui contribuent le plus au risque systémique, mais également pouvoir surveiller l'évolution du risque d'une institution donnée au cours du temps. Il y a trois types de mesures du risque systémique, celles que le régulateur a proposées et mises en place, des mesures structurelles se concentrant sur la source du risque systémique et des mesures globales. L'approche du comité de Bâle rassemble différents indicateurs d'importance systémique. La taille, l'activité interjuridictionnelle, l'interconnectivité, la complexité et le manque de substituts disponibles pour les services fournis par l'institution financière. L'interconnectivité est au cœur du risque systémique. En effet, au plus les institutions financières sont dépendantes les unes des autres,
au plus un choc affectant l'une d'entre elles va se répercuter sur le reste du système financier. La complexité des banques est également au cœur des préoccupations systémiques. En effet, au plus une institution est complexe, au plus elle est difficile à administrer et à contrôler. Elle peut aussi avoir beaucoup de liens difficiles à discerner avec le système financier dans son ensemble et donc participer encore plus au risque systémique que ce qu'on pensait. Chaque indicateur a la même importance afin de ne favoriser aucun des composants du risque systémique. Le FSB, Financial Stability Board, utilise actuellement cette méthode pour déterminer les SIFIs. Cette méthode permet de déterminer le risque d'une banque à un moment donné, mais ne permet pas d'évaluer l'évolution des risques systémiques au cours du temps. Par exemple, si pour toutes les banques, tous les inputs voient leur valeur doublée, les scores restent inchangés alors que le risque systémique a augmenté. De plus, il est possible que les 5 catégories n'aient pas la même importance relative. Ainsi, les catégories présentant le plus de volatilité influenceraient plus fortement le score de risque systémique. De fait, le comité de Bâle reconnaît qu'il doit plafonner le score de la catégorie substituabilité car son impact sur le score total est trop élevé. Les auteurs du paper suggèrent une autre manière de réduire l'influence des variables très volatiles en standardisant les variables par leur propre volatilité. Les auteurs ne changent pas le reste de la formule, mais chaque catégorie a toujours la même importance. Des mesures de risque se concentrant sur les différentes sources de risque systémique prises séparément ont été proposées. Concernant la prise de risque systémique, un auteur fut le premier à proposer une mesure de la probabilité d'un risque d'une crise systémique. Pour cela, il s'est concentré sur les portefeuilles bancaires et sur les corrélations entre ces portefeuilles, permettant ainsi de déterminer la probabilité que plusieurs banques aient des défaillances simultanément et de déterminer à quel degré une banque contribue au risque systémique. D'autres auteurs ont suivi et proposé d'autres mesures. Une mesure appelée ACRISC se base sur les actifs bancaires qui se chevauchent. S'il y a des positions de chevauchement entre les banques, le système est plus fragile. Certains auteurs ont pris en compte l'interaction entre l'économie réelle et le secteur financier dans leurs mesures de risque systémique. Pour ce qui est du risque de contagion, les premiers à l'avoir étudié ont étudié l'effet domino que pouvait provoquer l'insolvabilité d'une seule banque sur les autres banques. En 2015, une nouvelle notion, celle de la distance entre institutions financières, est introduite. Elle capture la prédisposition d'une banque à tomber en défaut en cas de défaut d'une autre banque. Ils ont également montré que le système était plus stable lorsque les obligations interbancaires étaient également distribuées, du moins tant que les chocs étaient de faible magnitude et fréquence. Cependant, au-delà d'un certain point, un réseau financier plus interconnecté rend le système plus fragile. D'autres auteurs ont encore proposé deux nouvelles mesures. La capacité qu'a une banque à propager des chocs vers d'autres institutions financières est capturée par la première mesure. La seconde analyse la situation inverse. Elle mesure à quel point une banque est vulnérable face aux chocs venant du système financier. Cette étude a une implication sur l'identification des SIFIs. En effet, selon qu'on considère plutôt la contribution ou alors l'exposition au risque systémique, les conclusions diffèrent et mènent à l'identification de différentes SIFIs. En ce qui concerne le phénomène d'amplification, une approche a été développée par d'autres auteurs. Celle-ci se fonde sur les retombées des ventes à rabais. En effet, les prix sont souvent impactés négativement lorsqu'une banque est contrainte de vendre des actifs et cela impacte négativement les institutions ayant les mêmes types d'exposition. En 2014, une mesure de liquidité est présentée. Elle se base sur l'équivalent en cash des valeurs futures des actifs et des passifs et calcule la différence entre les deux. Concernant les mesures globales du risque systémique, certaines mesures adoptent une approche plus globale du risque systémique. Ces mesures reposent sur des données venant du marché. Cela permet de les calculer sans coût en temps réel et donc de pouvoir détecter plus aisément s'il y a des changements du risque systémique. Cependant, avec ces mesures, la source du risque n'est pas clairement identifiée. Le paper présente 4 de ces mesures, le Marginal Expected Shortfall, MES, le Systemic Expected Shortfall, SES, le Systemic Risk Measure, SRISK, et le Delta Conditional Value at Risk, Delta COVAR. Nous en présenterons 3 sur les 4. Tout d'abord, le MES et le SES. Le MES est défini comme étant la contribution marginale d'une institution I au risque systémique, tel que mesuré par l'Expected Shortfall, ou ES, du système. Autenté et conditionnellement aux informations disponibles en T-1, l'ES du système se définit comme étant la formule que vous pouvez voir ici.
La dérivée partielle de l'ES du système par rapport au poids de l'entreprise I dans l'économie nous donne le MES. Ainsi, l'ES mesure l'augmentation du risque systémique et le MES mesure l'augmentation du risque induit par une augmentation du poids de la firme I dans le système. Le SES, ici, complète le MES. Il mesure de combien les fonds propres d'une banque chutent en dessous de leur niveau cible en cas de crise systémique lorsque le capital total est inférieur à K fois le total des actifs. Le SES est une fonction linéaire croissante du MES, comme vous pouvez l'observer ici. Maintenant, le delta Kovar. Le delta Kovar est défini pour la firme I comme étant la différence entre la value at risque du système financier lorsque la firme I est en détresse financière et la VaR du système financier lorsque la firme I est à son stade médian. Différentes définitions de l'événement peuvent être utilisées pour déterminer la détresse d'une firme financière. Parlons maintenant du risque systémique ou systématique. Dans cette section, nous obtenons de nouveaux résultats sur plusieurs mesures importantes du risque systémique afin de mieux comprendre leurs différences et les informations supplémentaires qu'on peut obtenir de ces mesures. Dans maintenant le cadre théorique général, on considère un modèle Garge bivarié du vecteur des rendements dépréciés, c'est-à-dire le rendement moins sa moyenne, du marché et de la firme, où le vecteur VT représente l'innovation et HT est la matrice variance-covariance conditionnelle. Pour des raisons de facilité, les auteurs font l'hypothèse que l'innovation est distribuée indépendamment au temps t. Ça signifie que la dépendance entre les rendements des firmes et du marché est entièrement capturée. Nous relâcherons cette hypothèse lors de l'illustration empirique. Sous ces hypothèses, nous pouvons dégager une relation entre le MES et le S. Le MES d'une institution financière est proportionnel à son risque systémique, mesuré par son bêta. Il y a au moins deux implications à ce résultat. Premièrement, puisque l'expected shortfall est le même pour toutes les institutions à une date donnée, le classement des institutions financières par leur risque systémique est exactement le même pour le MES que pour leur bêta, alors que le bêta est censé représenter le risque systématique de l'institution. Deuxièmement, pour une institution financière donnée, le profil temporel de son risque systémique est mesuré par son MES peut être différent de l'évolution de son risque systématique mesuré par son bêta conditionnel. Étant donné que l'ES de marché peut ne pas être constant dans le temps, la prévision du risque systématique de l'entreprise I peut ne pas être suffisante pour prévoir l'évolution future de sa contribution au risque systémique. Passons maintenant à l'illustration empirique. L'hypothèse faite au point précédent sur les rendements est levée car elle ne tient pas en pratique. Les méthodes d'estimation utilisées, que le MES, S-RISC et delta Kovar, sont les mêmes que celles présentées dans leurs articles originaux. Nous nous concentrons ici uniquement sur l'analyse de MES. Dans la figure 3 est étudiée la relation entre la valeur moyenne de MES avec la valeur moyenne de bêta, ici affichée, pour les firmes d'un échantillon. La base de données est celle qui avait été utilisée dans l'article qui proposa le MES. La principale conséquence de ces résultats est que le classement du risque systémique des institutions financières basées sur leur MES tend à refléter le classement obtenu par les entreprises classées par leur bêta. L'auteur considère que ces classements similaires sont préoccupants pour trois raisons. Tout d'abord, si le bêta est considéré comme un bon proxy pour le risque systémique, alors on pourrait se demander l'utilité d'utiliser un autre modèle. Ensuite, cela crée de la confusion entre les notions de risque systémique et de risque systématique. Enfin, les bêtas ont tendance à augmenter en période de ralentissement économique, ce qui rend le MES procyclique. La validation. Dans cette section, deux approches sont utilisées pour contraster les nombreuses mesures existantes. Une analyse théorique des mesures de risque, suivie de leur évaluation empirique. Tout d'abord, l'analyse théorique des mesures de risque. Jusqu'à présent, seuls quelques articles analysent les propriétés souhaitables qu'une bonne mesure de risque systémique doit respecter. Premièrement, une mesure de risque systémique doit remplir toutes les conditions principales que doivent respecter toute mesure de risque cohérente, à savoir la monotonie, l'homogénéité positive et la convexité des résultats. La condition de monotonie affirme qu'une firme avec de plus grosses pertes qu'une autre dans chaque scénario possible sera moins préférée à la seconde. L'homogénéité positive signifie que le risque d'un portfolio doit augmenter proportionnellement avec sa taille. Enfin, la convexité des résultats veut dire que le risque lié à un portefeuille comprenant deux positions ne sera jamais supérieur à la somme des risques des deux positions prises séparément. De nombreuses
autres conditions doivent être respectées par les mesures de risque systémique, entre autres, permettre aux autorités de réglementation d'imposer de manière cohérente sur le plan économique une exigence de capital spécifique aux entreprises. Ensuite, l'évaluation empirique des mesures de risque. La validation empirique d'une mesure de risque systémique est exigée afin que celle-ci devienne un standard. Il n'y a néanmoins pas de consensus actuellement sur la façon de valider les mesures de risque systémique. Pour les mesures de risque systémique au niveau des firmes, on peut par exemple comparer le classement obtenu avec une première mesure avec celui obtenu par le FSB, basé sur des données bancaires confidentielles. Pour ce qui est des mesures de risque au niveau du système, une possibilité est de vérifier si un haut score de risque systémique peut être vu comme un signal d'avertissement préventif et si ce score est positivement et significativement associé à des événements futurs de risque systémique. Pour conclure maintenant, l'article que nous venons d'analyser est donc une revue de la littérature sur le risque systémique, ainsi que sur les méthodes d'évaluation des différents risques encourus par les institutions financières. Malgré les progrès de la recherche sur le risque systémique, il reste encore beaucoup à faire. Cette enquête peut servir de catalyseur pour des développements futurs dans au moins 3 domaines. Tout d'abord, les outils de mesure du risque systémique sont essentiels, que ce soit pour l'identification ou la quantification, bien que faire le lien entre ces outils et des mesures concrètes de régulation n'est pas toujours évident. Ensuite, les mécaniques économiques conduisant au risque systémique ont fait l'objet de recherches depuis bien longtemps, de sorte qu'il y a maintenant une bonne compréhension de la localisation des risques. Finalement, la recherche d'une mesure globale du risque, qui englobe différentes sources de risque systémique et pouvant être utilisées directement pour la réglementation, est toujours en cours. Dans l'avenir, une telle approche pourrait compléter ou, à terme, remplacer toute une série d'outils techniques macroprudentiels par une simple taxe sur le risque systémique par exemple. Cela aurait des avantages significatifs en termes d'efficacité et de simplicité. Je vous remercie pour votre attention.